Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette conférence sur les limites de ChatGPT. Donc, je m'appelle Mathieu Tousignan-Leblanc, je travaille pour Talent Corporation, donc qui me permet d'être ici aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu à l'accent que je suis québécois. Malheureusement, pour les gens dans la salle, je n'ai pas de sous-titres, donc vous allez devoir faire avec. Désolé, j'ai pas eu le temps. Donc, je fais de l'informatique depuis à peu près plus de 25 ans. Je fais de l'IA depuis plus de 20 ans. Donc, oui, c'est pas nouveau, l'IA. Hein, c'est quelque chose qui existe depuis quand même assez longtemps. Les développements ont beaucoup évolué. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous parler des limites des modèles tels que ChatGPT et les modèles LLM en général. Donc, sans plus tarder... Dans cette présentation-là, je vais faire une présentation vraiment non tech-friendly. Donc, ceux qui ne sont pas techniques, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler des limites mathématiques ou des limites géométriques ou physiques de ChatGPT. On va vraiment parler des limites que j'appelle un peu plus philosophiques, donc des limites un peu plus mentales qu'on va découvrir. On va parler des limites qui sont propres au ChatGPT, donc pas toutes les limites de toutes les IA, parce qu'il y en existe beaucoup, puis j'aurais vraiment pas le temps en 25 minutes de vous parler de tout ça. Et c'est une liste, évidemment, qui est non exhaustive. Il y en a encore plein d'autres. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter un peu le modèle tel que ChatGPT existe aujourd'hui, la façon dont il fonctionne. Donc, c'est une abstraction. Hein. Pour ceux qui connaissent vraiment le système derrière, vous allez voir que c'est très succinct. En gros, l'IA va ingurgiter des morceaux, des mots, des tokens, des parties de texte qui va, si on veut, rendre probabilistiquement avec d'autres mots. Donc, il va faire correspondre des parties de mots, des parties de phrases avec d'autres parties de mots. Donc, quand il va générer son texte, quand il va générer ses réponses, il va choisir, selon des probabilités, avec une petite part de hasard, il va choisir la sortie qui correspond, selon lui, le mieux. Donc, c'est-à-dire la probabilité la plus forte d'être en relation avec ce qui est rentré. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est vraiment la façon dont la traduction est faite et l'importance que chaque mot en anglais a par rapport au mot en français. Et sur votre droite, vous voyez un peu la façon dont il va remplir. C'est-à-dire qu'il va prendre une grille et peu à peu, il va remplir avec des mots et il va remplir avec les mots qui sont les plus probables. Un peu comme quand nous, on joue avec les blancs dans un texte. Donc, on essaie de replacer les mots des étiquettes qui sont en bas dans le texte. Eh bien, ChatGPT fait à peu près la même chose. Il essaie de replacer à peu près ce qui a le plus de chances d'aller là où on pense qu'il devrait aller. Donc, c'est important de bien comprendre cette notion de tokenisation, donc de vectorisation. Il va prendre les mots, il va les interpréter dans une... Je vous épargne le détail, une espèce vectorielle. Il va l'interpréter dans quelque chose d'un petit peu fantasmagorique sur lequel il va travailler par la suite. Donc... À des difficultés techniques, nous prions les personnes qui se sont connectées sur le Wi-Fi Devo 1, le Wi-Fi Devo 1, de se déconnecter. Ouais. Ben, c'est bon, je ne suis pas sur ce Wi-Fi-là. Donc, la première limite que je veux vous présenter, c'est la limite que j'ai appelée atomique. C'est-à-dire que, comme on vient de voir avec le modèle ChatGPT, il interprète en token, il interprète en mots, si on veut, le texte qui lui est entré. Ce qui fait qu'il a une partie que j'appelle un peu aveugle, à partir de laquelle il comprend mal les lettres, à partir de laquelle il comprend mal les chiffres, les atomes du texte que nous, en tant qu'humains, on voit facilement. Donc, comme exemple, là, si on lui demande une phrase qui ne contient pas de « e », eh ben, c'est pas extraordinaire comme résultat. Si on lui demande des mots, il peut, parce que par définition, il va avoir des listes de dictionnaires qui lui disent tous ces mots-là contiennent un E, donc il le comprend. Mais dans l'interprétation qu'il a, dans la sortie qu'il a, si on lui demande de vraiment faire une phrase qui ne contient pas de E, comme on n'a pas de dictionnaire qui énumère toutes les phrases possibles sans E, eh ben, il ne comprend pas ce qu'il veut dire, en fait. Il nous donne des E, il ne les voit pas, il est absolument aveugle. Donc vraiment, c'est une limite à partir duquel il ne voit pas ce qui se passe de son côté. De la même manière avec des opérateurs, si on lui demande des formules avec
sans inclure un symbole ou un autre, on va avoir la même problématique. Dans ce cas-ci, c'est encore plus drôle parce que 2 fois 5 plus 6, ça ne fait pas 11. Hein? On est d'accord? Donc, au-delà des erreurs qui peuvent se produire, et je lui ai demandé de ne pas utiliser le terme plus ou moins, et il l'a utilisé parce qu'il ne le voit pas. Il est aveugle. De la même manière, si on lui demande de créer du texte avec un certain nombre de lettres, il a beaucoup de difficultés parce qu'il n'arrive pas à compter, comme nous, on compterait le nombre de lettres dans un mot. Il ne sait pas, il n'y a pas de définition de voici tous les mots de 5 lettres, voici tous les mots de 6 lettres, tous les mots de 7 lettres, etc. Donc, il a encore une fois une portion qu'il ne voit pas de ce côté-là. Donc, à droite, on voit Georges Perec, La disparition, tout un livre écrit sans la lettre E. Alors, je crois que M. Perec se moquerait bien de ChatGPT aujourd'hui en disant bah, « Moi, j'ai écrit tout un livre, tu n'es pas capable d'écrire une phrase. » La deuxième limite que je veux présenter, c'est la plus récente que j'ai découverte. Elle est un peu difficile à expliquer encore, mais c'est la limite de répétition. En fait, ce que vous allez observer, c'est que quand vous allez discuter avec ChatGPT, vous allez lui poser une question à la base, un peu floue, essayer d'avoir une réponse un peu globale de ce que vous cherchez. Parfois, vous ne le savez pas tout à fait. Au fur et à mesure que vous allez discuter avec lui, vous allez affiner votre réponse. Plutôt, vous allez affiner votre question. Vous allez affiner le nombre d'informations que vous allez lui donner pour avoir une réponse. Ce qui fait qu'au final, à la longue, vous allez vous retrouver avec une seule réponse possible, celle à laquelle vous vous attendez presque, en fait. C'est-à-dire que plus vous discutez avec lui, plus vous définissez, là j'ai l'image d'un bottleneck, d'un goulot d'étranglement, plus vous allez affiner, plus vous allez écraser le nombre d'informations, le nombre de probabilités qu'il va pouvoir créer, et plus vous allez le forcer à donner une réponse qui finalement, peu importe si vous lui demandez différemment, vous allez toujours vous retrouver à la même réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive au bout de sa capacité d'interprétation, on arrive au bout de sa capacité de génération ou d'abstraction, on arrive à un niveau où la seule réponse possible, c'est celle qu'on a. C'est-à-dire qu'on va répéter, poser la question différemment et finalement toujours tourner autour du pot. Un des exemples que j'avais, par exemple, c'était avec, si vous essayez de jouer avec l'âne de Buridan, vous essayez de lui demander de choisir entre le pot de nourriture à gauche ou à droite. On imagine qu'il est un âne et il doit choisir un pot de nourriture tout à fait identique. Vous allez lui reposer la question et il va vous dire « je ne sais pas, je ne peux pas choisir, je ne peux pas choisir ». En le forçant vraiment, il va finir par vous dire « j'en choisis un au hasard et ça va être celui de gauche, par exemple, ou celui de droite ». Mais finalement, vous n'aurez pas avancé dans vos informations, vous n'aurez rien découvert de plus, vous avez juste affiné ce que vous vouliez avoir comme réponse et au final, vous arrivez à ce bout où il n'y a plus de créativité, comme quand on a des discussions avec les humains et on parle d'un sujet et on saute sur un autre sujet et on interprète. Donc avec lui, on arrive à une limite. On arrive à un moment où on se dit, il est un petit peu chiant quand même. Un petit peu ennuyant. Mais c'est intéressant. Je ne crache pas sur ChatGPT, mais je vous dis juste que des fois, il y a des petites limites. La troisième limite que je veux vous présenter ici, c'est celle que j'ai appelée la limite de compression. Bon, après, on peut lui donner d'autres termes. Là, on a vu la limite de répétition. À force de parler avec lui, on finit par plus avoir de nouveautés. Ici, la question qui est posée, c'est est-ce que la réponse donnée par ChatGPT peut contenir plus d'informations que la question? Est-ce qu'il peut y avoir plus d'informations dans ce qu'il vous dit que ce que vous lui aviez demandé? En termes simples, on pourrait parler, est-ce qu'il y a eu création d'informations à travers tout ça? Je vous donne un exemple. La réponse qui est écrite là, c'est la réponse que ChatGPT m'a donnée quand je lui ai posé la question. Donc, je lui ai demandé à lui-même s'il était intéressant et il m'a dit non. Donc, déjà, ça vous donne un petit indice. Il n'y a jamais plus d'informations. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par là, pour que vous compreniez bien ce que je veux illustrer, imaginez qu'on lui demande ce qu'est un abricot. La question est simple et on va avoir un paquet d'informations. L'abricot est un arbre fruitier qui vient de machin, qui contient du sucre. On peut avoir un paquet d'informations. Mais au final, on parle toujours d'un abricot. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez compris ce qu'est un abricot, vous avez l'image d'un abricot, vous avez beaucoup d'informations sur l'abricot. Les informations qu'il vous donne ne sont encore une fois que des informations à propos d'un abricot. Si vous lui demandez une pomme, il ne va pas vous parler des abricots. Il ne va jamais aller vous donner plus d'informations que vous en auriez voulu. Il ne va jamais aller vous donner des informations
qui vous aurait vraiment enligné sur quelque chose d'autre. Il n'a pas d'imagination, il n'y a pas de capacité. À l'intention des conférenciers. Ah bon? Oui. Les conférenciers Oui. disposent d'une salle qui s'appelle la salle F. D'accord. À côté de l'espace Data Publica. OK. Où vous pourrez trouver un petit cadeau de remerciement. Ah, c'est gentil. Merci. Merci. En salle F pour le petit cadeau. Ouh! Ah, là, je suis content. Donc, pour en revenir à notre sujet, je fais référence ici en bas pour ceux qui ont peut-être remarqué 42. Le guide du routard. Excusez pour ceux que je vais peut-être spoiler qui n'ont pas lu le livre, mais bon, ça serait peut-être temps que vous le lisiez quand même, parce qu'il est vieux. Dans le guide du routard galactique, on construit un ordinateur pour répondre à la question sur la vie, l'univers et tout le reste. On se pose la question, donne-nous la réponse. La réponse de l'ordinateur, c'est 42. C'est un petit peu dommage, parce qu'il n'y a pas personne qui a compris. Donc, on a demandé à l'ordinateur pourquoi tu as répondu 42. Il m'a dit, il va falloir construire un autre ordinateur encore plus puissant qui va écrire la question. Donc, je vous pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir créer un autre modèle de LLM encore plus puissant qui va être capable d'écrire la question pour ChatGPT? Est-ce qu'on va pouvoir écrire une question qui donne assez de contexte à ChatGPT pour qu'il nous donne enfin une réponse telle qu'on veut la concevoir et non pas qu'il nous réponde des choses comme 42? Je pose la question, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il faut le lire quand même, parce que ça s'adapte énormément aujourd'hui. Oui, donc c'est ça. Donc la troisième limite, la quatrième, pardon, dont je voudrais vous parler, c'est celle qu'on aborde un peu de façon abstraite ces jours-ci. Souvent, on va en parler sans trop en parler. C'est celle qui fait qu'on se retrouve devant le gouvernement et devant les juges et la loi, et on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Je ne vous cacherai pas que c'est celle aussi qui fait le plus peur aux gens. C'est celle qui est un petit peu la plus obscure. C'est celle que j'ai appelée tout simplement la limite éthique. Par limite éthique, j'entends pas juste l'incapacité par ChatGPT de faire de l'éthique, c'est-à-dire de distinguer le bien et le mal. Je parle ici de la capacité de ChatGPT à littéralement comprendre certains concepts. Il y a des concepts qui, chez nous humains, sont très faciles à appréhender. On les voit souvent en philosophie, parce que c'est des concepts fondamentaux, et qui seront jamais vraiment possibles d'intégrer à une machine comme les LLM. En tout cas, tant que nous, on ne comprendra pas comment ça fonctionne chez nous. J'ai quelques exemples, mais il en existe des dizaines et des dizaines d'autres. La philosophie a étudié ces questions-là pendant très longtemps. Le bien et le mal. ChatGPT ne sait pas ce qui est bien et mal. Il génère des réponses. On peut lui dire qu'elles sont bien ou mal, mais il ne comprend pas ce que c'est. Quand je dis qu'il ne comprend pas, c'est qu'il a une définition. Il peut prendre la définition textuelle du bien et du mal, il peut la lire, l'analyser, la mettre en correspondance avec ce qu'on lui dit ou avec ce que lui s'apprête à dire, mais il n'a pas de notion de bien et de mal en soi. Il n'a pas de notion de mensonge et de vérité. On peut lui dire « mens », ne dis pas la vérité, ne dis pas ce que c'est. Mais il n'aura jamais de conscience si nous, on lui demande « est-ce que ce que je te dis, c'est un mensonge ?» Pire encore, on peut lui dire le contraire de ce qu'il sait, d'après ses données, et lui dire que c'est lui qui se trompe, et il va admettre qu'on se trompe, que c'est nous qui avons raison, même si on ment. Il n'a aucune conscience de ce que ça peut vouloir dire, un mensonge ou une vérité. Il n'a que des vérités absolues pour lui, son ground truth, sa vérité basée sur les données d'entraînement, sa vérité sur ce qu'on lui dit, mais au final, il va toujours considérer que c'est nous qui possédons la vérité et jamais lui. Le beau et le laid, alors là, je vous mets au défi de réussir à lui faire définir ce qui est beau et ce qui est laid. Si vous y arrivez, appelez-moi, parce que je serais très intéressé, parce que c'est vraiment très, très loin. Et on le voit dans les modèles comme Midjourney ou DALL-E ou ces choses-là. Il y a des choses belles, il y a des choses laides. On a essayé de l'entraîner, on a essayé de l'amener à être capable de distinguer les belles et les choses belles et les choses laides, mais il n'a pas de concept intérieurement. On n'arrivera jamais à lui donner de concept, même avec toutes les informations contextuelles qu'on pourrait lui donner. Ah non, pas encore toi. Je vais continuer. Hein.
Le meilleur et le pire, bon, la justice et l'injustice, encore là-dessus. Vous voyez plusieurs concepts comme ça qu'on peut imaginer, souvent avec leur contraire, qui vont être absolument impossibles de comprendre pour ChatGPT. Donc la dernière limite dont je veux parler, celle que j'aime le plus, c'est la limite philosophique. On se pose la question ici, si les extraterrestres nous envoient un message, on le reçoit par un moyen quelconque, là, un gros satellite, quelque chose, et c'est écrit « Nous allons vous détruire ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que vous croyez qu'ils sont gentils ou ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont bien ou mal? Est-ce que ça va être quelque chose d'intéressant ou pas? On est d'accord. La plupart d'entre nous, on regarde ça, ils font « Oh putain, je crois que je vais appeler l'armée, parce que je crois qu'on va avoir des petits problèmes. » Moi, je vous donne un indice, je vous donne un scoop. Les extraterrestres, quand ils disent détruire, ça veut dire détruire les maladies, détruire toute la pollution, détruire tous nos problèmes. Ouh, ça ne veut pas dire la même chose, soudainement. La même phrase a un sens complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des extraterrestres qui sont dans leur propre contexte, qui ont leur propre façon de fonctionner, leur propre façon de s'exprimer, et c'est pas très difficile pour nous humains de s'imaginer que détruire pourrait avoir ce sens-là dans une autre langue ou dans un autre contexte. On se retrouve avec la notion que détruire, c'est une bonne chose et que détruire, c'est très, très amical comme geste. Donc, on pourrait avoir le très mauvais réflexe d'envoyer l'armée tirer sur eux avant qu'ils nous tirent dessus, et puis paf, on ne se fera pas des amis avec eux. Donc, ça pose la question de savoir, voilà, comment une phrase dans son contexte, peut avoir un sens différent. ChatGPT, pour lui, on est des extraterrestres. On n'a pas du tout le même monde, on n'a pas du tout le même contexte, on habite sur une planète complètement différente de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas notre compréhension, il n'a pas notre façon de voir la chose. Et pour lui, quand on lui dit une phrase, elle peut avoir un sens qui est différent d'une certaine façon. Ce qui m'amène à vous parler de Wittgenstein et Russell. Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie et qui se rappellent de ces deux-là, ils reviennent au goût du jour de façon magistrale. Pourquoi? Parce que chez Wittgenstein, le sens ne peut pas être saisi dans le langage. Il est transcendant. C'est-à-dire que le sens ne sera jamais dans le langage. Il faut un humain pour l'interpréter et le comprendre. Ça prend quelque chose qui va permettre de faire un lien entre le sens qui existe dans le monde et le langage en soi. Le langage n'est qu'un porteur, un moyen de transport pour les choses sensées. De l'autre côté, Russell, que j'aime beaucoup ici, j'aime les deux. Hein. Le sens peut être dans le langage. C'est-à-dire que le sens se porte par l'humain et le sens peut exister par soi-même dans le langage. Dans les mots peuvent porter leur propre signification dans leur contexte propre. Et ce qui existe en dehors, c'est la référence. Donc c'est elle qui est intouchable, c'est elle qu'on ne peut pas saisir. Le débat reste ouvert, mais ce qui est intéressant, c'est que le débat est extrêmement d'actualité parce qu'on se pose la question avec ChatGPT, avec un instrument, probablement un des instruments de langage le plus puissant aujourd'hui. On se pose la question, mais il est où le sens? Ce qui m'amène à vous dire que chez ChatGPT, il n'y a pas de sens à proprement parler. C'est-à-dire que ChatGPT prend du contexte, on est d'accord, du texte, de différentes façons, par entraînement, il absorbe du texte, on l'entraîne sur du texte, mais on ne lui fait pas produire du sens. On lui fait produire ce qui va probablement avoir une idée du sens. Il va produire quelque chose qui donne peut-être du sens à des gens, mais pour lui, il n'aura jamais généré de sens. Tout ce qu'il génère comme texte n'a pas de sens pour lui. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure avec les extraterrestres, le sens est complètement différent. Sa façon de comprendre les choses est totalement inhumaine, pardonnez-moi l'expression, elle est totalement inhumaine, il ne voit pas le sens. Il ne fait que reproduire du contexte. Donc, comme c'est écrit en bas, c'est probablement la partie la plus importante de tout ça, c'est pas ChatGPT qui met du sens dans ses réponses. Il ne pose pas un peu de sens, voici, prenez un peu de sens et essayez-le. C'est nous qui portons le sens dans notre tête. C'est nous qui, en lisant le texte, allons voir et dire « mais oui, ça fait sens ». Ou
et là c'est important, si on est expert dans un domaine, qu'on lui pose des questions et qu'on dit « mais non, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis ». Dans le domaine médical, on va voir souvent, on lui pose une question sur un médicament, il va inventer n'importe quoi, ce qu'on appelle communément les hallucinations. Mais les hallucinations, si on n'est pas proficient dans un domaine, si on ne le voit pas, on peut très bien passer par-dessus et croire que tout ce qu'il va nous dire est vrai. Parce que pour lui, il n'y a pas de sens. Et comme nous, on n'est pas capable d'appliquer un sens à l'information qui est dedans, tout ça paraît logique, tout ça paraît cohérent, ça a du sens par rapport à la question. Il a répondu des réponses médicales par rapport à un médicament dont ça nous semble sensé, mais c'est là où est le danger. Il ne contiendra jamais aucun sens. Ce n'est que nous qui allons en donner. Sans répondre à la question de Wittgenstein et Russell, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de sens dans ce que ChatGPT, et c'est justement grâce à ces deux personnes-là qu'on se rend compte à quel point le sens peut avoir de l'importance et à quel point le sens, dans notre technologie moderne, le sens des données qu'on a, est quelque chose qu'on doit encore définir, encore découvrir, encore explorer, parce qu'on n'y est même pas arrivé malgré des milliers d'années de philosophie. En conclusion, on a vu la limite atomique, la limite la plus inférieure, donc la limite vraiment due au fonctionnement et au token, la limite aveugle. On a vu la limite de répétition, le fait d'aboutir finalement à quelque chose qui ne veut plus rien dire ou qui n'a plus de nouvelles informations à nous fournir. La limite de compression, jusqu'à quel point est-ce qu'on va pouvoir créer une question qui va englober l'entièreté de l'univers, de la vie et tout le reste? Est-ce que c'est possible? La limite éthique, donc les limites de concepts qu'on n'arrivera jamais à lui faire comprendre parce que même nous, on ne les comprend pas nous-mêmes. Et la limite philosophique, le sens, le contexte, quelque chose qu'il ne comprendra jamais. Merci à tous. Voilà, je voudrais remercier quand même Talent qui me permet d'être là aujourd'hui et tous les sponsors. Donc Talent qui sont au bout juste à la sortie ici et on a des chouquettes. Donc s'il y en a qui ont faim avant la prochaine, je dis ça, je dis rien.